L'an de demain 2018, quel métier pour demain? Le monde du travail est en perpétuel mouvement et j'accueille à présent une poignée d'intervenants d'horizons variés, mais tous réunis sur le même métier qu'est celui de la formation. Ils ont mené des expériences innovantes et voyons comment on se prépare au monde de demain dans ce domaine. Je vous laisse vous présenter et présenter vos structures. Bonjour, je m'appelle Henri Bonassel. J'interviens ici au titre de la fondation que j'ai créée il y a un peu moins d'un an, qui s'appelle Humanité, Digitale et Numérique, que j'ai fait adopter par la Fondation de France pour une série de financement défiscalisé, puisqu'aujourd'hui la philanthropie ne vit que grâce à la défiscalisation, malheureusement. Pourquoi j'ai fait cette fondation ou qu'est-ce qu'elle fait? En quelques mots, dans un monde numérique qui nous transforme en simple applicatif, qui ne savent plus où est le nord, où est le sud, mais que Waze vous dit d'aller là, va vous aider. Mais comme ne propose jamais de chemin de tournée, comme le faisait autrefois les cartes Michelin, quand il y avait des petites couleurs vertes sur le route, et qu'on pouvait tout d'un coup s'échapper de l'autoroute pour prendre un chemin qui sentait la noisette. Donc dans un monde numérique qui nous transforme en simple applicatif, dans un monde où les digitaux, les manuels sont mis de côté par la société, je pense qu'il faut développer l'accès aux humanités, les humanités classiques, le grec, la philo, l'art, le théâtre, la musique, et des humanités plus contemporaines, sophrologie, dialogue interreligieux, éthologie équine, islam, bref, tout système qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes plus qu'à M. Google et M. Facebook. Voilà en quelques mots. Aujourd'hui, nous finançons 9 projets en 9 mois de fonctionnement, on est très contents, qui concernent des publics que je qualifierais d'enfermés au sens propre comme au sens figuré. Le public de l'autisme, nous finançons des projets un peu typiques sur l'autisme, des projets pour des détenus en prison, des projets de théâtre ou cheval en médiation entre le détenu et ses enfants, et des projets également pour des gens en formation professionnelle, jeunes ou demandeurs d'emploi, notamment des ateliers de philosophie, pour des développeurs informatiques en intelligence artificielle. C'est quoi l'homme là-dedans? Où est l'homme? Voilà, donc nous on accompagne des projets le plus possible innovants pédagogiquement, qui font des grands écarts. Ici on parle beaucoup de tiers-lieux. Moi ce que j'adore en pédagogie, c'est le tiers-domaine, qui sert à rien. Qui n'est pas pour l'art, mais qui en général transforme l'apprenant et surtout la relation apprenant et prof. Voilà, je vais dire de plus tout à l'heure. Les lignes de tiers-domaine pédagogique qui a priori ne sert à rien, parce que c'est a priori pour moi ça qui sert à tout. Donc si on commençait au collège, au lycée, en fac, par des cours de théâtre, par faire un peu de grec, tout changerait et on travaillerait surtout sur quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui en France, c'est l'estime de soi. Du coup, l'ASMALAB, c'est un collectif qui regroupe pas mal de compétences de jeunes et de moins jeunes, enfin de personnes issues de tous horizons. On fait de la médiation numérique. Donc c'est de la médiation numérique, c'est à la fois de l'éducation pour les jeunes autour de la sensibilisation à la robotique, au décryptage des médias, à l'informatique en général. Et on fait aussi de la formation pour les moins jeunes. Pour les éducateurs, on forme par exemple des éducateurs de la protection judiciaire et de la jeunesse pour qu'ils comprennent un peu mieux quels sont les usages de leurs jeunes par rapport au numérique. Et on forme aussi depuis, donc c'est une formation qu'on a lancée cette année, qui a duré 6 mois, de janvier à juillet, et qui formait au métier de médiateur numérique. Alors effectivement, il y a Paco qui sort de cette formation, il y a Audrey aussi. Voilà, et c'est en gros on a pris des jeunes du territoire qui n'avaient pas forcément le bac, qui n'avaient pas forcément de diplôme, qui n'avaient pas forcément de travail. Et on les a pris sur des critères de motivation et d'intérêt, bien sûr, pour l'outil numérique. Et en 6 mois, on leur a donné un niveau bac plus 2, BTS, DUT. Et donc au métier de médiateur numérique. Donc métier médiateur numérique, ça veut dire quoi? En gros, c'est accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, donc utilisation des réseaux sociaux, création de sites web. Ça va être aussi accompagner les personnes les plus éloignées du web, d'Internet, dans l'utilisation aussi au quotidien. Et puis après, il y a
Entre les deux, il y a aussi tout l'aspect, on en parlera plus précisément avec Fernand, qui représente un peu le mouvement des Fab Labs, des makers, c'est-à-dire ces nouveaux endroits où on peut fabriquer des choses grâce aux machines à commande numérique. Et donc le médiateur numérique peut aussi apporter son aide dans ces nouvelles façons de fabriquer des choses. Pour vous donner juste une petite idée par rapport aux résultats, et je finirai sur ma présentation, mais les résultats aujourd'hui de cette formation, on a eu 9 jeunes, on a eu 8 certifications complètes, une certification partielle. Aujourd'hui, on a 4 personnes qui ont des contrats CDD ou CDI, donc après 3 mois. Donc c'est presque 50% de la promo. On a 2 jeunes qui ont repris leurs études, donc c'est là aussi, et 3 jeunes, un jeune notamment qui a créé sa structure d'auto-entrepreneur. Donc voilà, donc pour dire qu'on a essayé, je vous raconterai peut-être un peu plus, je viendrai sur les méthodes pédagogiques qu'on a utilisées. On a essayé d'être innovant, comme je disais, on a essayé aussi de répondre à ce côté pluridisciplinaire, la sérendipité aussi que tu évoquais, propre Thierry et qui nous tient à cœur. Mais voilà, on a déjà des beaux résultats qui font qu'on est content de notre innovation. Même s'il y a des choses à améliorer là-dessus. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil dans le 40. Tout fraîchement du 19e arrondissement de Paris. Je m'appelle Erwan Keza, j'ai toujours eu une vision, c'est la suivante, c'est que avec des méthodologies alternatives et solidaires de formation et d'éducation, il n'y a pas que les compétences, en effet, il y a les tiers domaines, ce qui me semble servir à rien, mais ce qui crée aussi la cohésion du monde d'aujourd'hui et de demain, si on le fait bien. C'est donc cette vision que des formations alternatives et solidaires peuvent permettre à des profils qui n'ont pas forcément de diplôme à l'origine ou de prérequis de compétences d'accéder à des métiers que je qualifierais d'émancipateurs, c'est-à-dire des métiers qui ouvrent des voies d'évolution fortes, des perspectives de carrière intéressantes, et ce, pour peu qu'on les sélectionne bien, qu'on croit en eux, et qu'on les forme bien et qu'on les insère bien. Pour être plus concret, cette vision s'est premièrement matérialisée en 2013 lorsque j'ai monté un organisme de formation solidaire qui s'appelle Simplon.co sur les métiers du développement web. On a fait le pari de former en 6 mois des développeurs et des développeuses web, des gens aptes à créer des sites internet et des applications mobiles, sans prérequis de diplôme, avec toute une méthodologie de sélection, de formation un peu alternative. C'est un projet qui a eu une forte croissance, que j'ai décidé de quitter il y a environ 1 an et demi maintenant, pour différentes raisons. Et depuis, et c'est de ce projet-là que je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai monté un nouveau depuis quelques mois avec d'anciennes salariées de Simplon, qui s'appelle Targo, donc avec Charlotte Limousin et Laure Pichot, pour ne pas les citer. Nous mettons en œuvre cette vision de se dire qu'il y a des métiers en tension, émergents, à fort potentiel de carrière d'un côté, des gens qui ont des prédispositions, de la motivation et des talents, même si je me méfie de ce mot-là, de l'autre, et qu'on peut faire le lien avec des méthodologies alternatives et solidaires de formation et d'éducation. Ça donne quoi? Ça donne 3 activités chez Targo. Primo, nous montons des formations solidaires, donc sur des métiers à fort potentiel de carrière. Par exemple, nous lançons en novembre la formation référente web polyvalente, parce que la tech n'est pas une affaire de mec, nous le rappelons. Référent web polyvalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire des profils spécialisés dans l'outillage numérique des TPE-PME. On parlera peut-être un peu plus de cette formation tout à l'heure, qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas le bac, donc nous montons cette formation sur ce nouveau métier. Deuxièmement, nous accompagnons des organismes, des structures qui connaissent des métiers de ce type-là, que nous connaissons mal, et nous les accompagnons pour qu'ils montent des formations. Par exemple, ici Montreuil, qui est un gros Fab Lab, Makerspace, lieu d'artisanat de Montreuil, qui a des machines à bois, des machines à métal, des machines à textile, 120 artisans qui travaillent dans tout ça, avec des imprimantes 3D, des objets connectés, donc il y a de tout, il y a des menuisiers qui font juste leur travail de menuisier, et des gens qui font des meubles connectés par exemple. Ici Montreuil est venu nous voir en nous disant, moi j'ai envie de former des creative technologistes, c'est-à-dire des jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui savent fabriquer un objet et le connecter à Internet. Pour faire une poubelle, par exemple, on va sensibiliser à l'environnement en faisant voter ceci ou cela, en jetant la canette au recyclage ou pas au recyclage. Nous accompagnons ici Montreuil sur le montage d'une formation Creative Technologist ouverte principalement à des gens qui n'ont pas le bac.
Nous les accompagnons sur la pédagogie, ainsi que sur l'ingénierie de formation, parce que c'est bien de former, mais il faut savoir sélectionner en amont, il faut savoir placer en emploi, faciliter l'insertion. Sur l'aspect économique, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, de former, et il faut connaître ces arcanes-là pour pouvoir faire des formations où on est financé, donc on peut se préoccuper principalement de former, pas de courir après les financements alors que la rentrée est déjà lancée. Et l'aspect juridique, parce que comme tout un chacun le sait, je pense, ici, la formation c'est compliqué en termes juridiques, il y a plein de dispositifs qui changent en plus de A à Z en ce moment. Donc deuxième activité de Targo, accompagner les structures qui veulent faire des formations solidaires. Et troisième activité, toute mission qui participe de notre vision. Par exemple, on a créé un MOOC, un cours en ligne dernièrement pour un incubateur social. On a tout un programme d'empouvoirment, passez-moi le terme, enfin on va dire de prise de confiance professionnelle pour des femmes avec un CFA actuellement qui s'appelle Engagé à Paris et autres projets de ce type. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je viens de l'île de Bayonne, je m'appelle Marta Toribio. Donc là, je pose plutôt le cadre institutionnel comparé au travail, par exemple, de Rouen. Et moi, je suis ingénieure pédagogique et responsable du service TIS et formation à distance de l'UIT. Donc, c'est quoi ingénieur pédagogique? C'est un des nouveaux métiers aussi. Je suis d'origine espagnole et ce métier, par exemple, en Espagne n'existait pas. Donc, il s'agit, nous, on accompagne les enseignants à utiliser la technologie dans un but pédagogique. Donc, on les accompagne, on les outille par rapport aux besoins qu'ils peuvent trouver en cours et aussi quand ils veulent innover ou utiliser de nouvelles méthodologies un peu plus innovantes via le numérique. Donc, ça, c'est notre travail principal avec Arthur. Et de l'autre côté, il y a tout le travail de formation à distance aussi. Donc, ce matin, on parlait un petit peu de ça. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes au niveau, par exemple, des entreprises de ne pas déplacer leurs salariés pour faire une formation, donc de ne pas les déplacer toute une semaine. Donc, on propose des formations en blended learning, donc des formations semi-présentielles qui peuvent suivre depuis leur lieu de travail. Ou aussi un projet, maintenant c'est fini, c'est pas un projet, c'est un diplôme qu'on propose entièrement à distance pour des publics, des gens qui travaillent ou qui sont en création d'entreprise en Amérique du Sud. Donc c'est un diplôme entier pendant 1 an qui suit à distance à Lyon. Voilà nos principales missions. Bonjour à tous, moi c'est Arthur Boisseau, donc je suis comme Martin, je suis ingénieur pédagogique à l'IUT de Bayonne. Et moi, je travaille plus particulièrement sur un projet européen qui s'appelle le projet Paris, donc qui signifie passeport pour l'université, accrochage, raccrochage et insertion professionnelle. Donc c'est un projet qui vise en fait à accompagner les jeunes, notamment de leur sortie du lycée vers l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur vers l'insertion professionnelle. Donc c'est un projet qu'on a en partenariat avec l'UT de Bordeaux qui est le porteur du projet et donc à l'intérieur de ce projet il y a plusieurs actions pédagogiques qui sont mises en place. Donc dans les différents domaines, que ce soit pour le Q, pour le R et pour le I. Voilà, notamment nous, en termes d'insertion professionnelle et transversale aussi par rapport au projet, on utilise des bureaux virtuels à l'UT de Bayonne. Donc c'est le principe en fait que tout soit stocké à l'UT, mais qu'un étudiant puisse faire ses TP soit à l'intérieur des locaux, soit à l'extérieur des locaux, tout en ayant la même configuration sur l'environnement numérique. Donc par exemple, l'utilisation de logiciels lourds sur tout ce qui est par exemple les logiciels de CAO, de suite Adobe. Voilà, et on accompagne donc notamment les étudiants et aussi, comme disait Martin, les enseignants sur l'utilisation de toutes les nouvelles technologies à l'école. Les accompagner dans leur propre apprentissage, c'est ça qu'on peut apporter au niveau des compétences des étudiants, et cet esprit critique, on l'apprend aussi. Donc c'est l'enseignant qui fait plus un rôle de facilitateur et d'accompagnateur que juste ma parole est la bonne, tout ce que tu vas dire c'est pas bon, ou je vais juste noter et nous dire on sort toujours ce
la mauvaise note, on se rappelle de ça et pas ce que je fais de bien. Donc c'est prendre de chaque étudiant, chaque apprenant, son potentiel et le développer. Et pour moi, c'est ces compétences au niveau des enseignants qui doivent être poussées. Et des étudiants, par exemple, on parlait de la créativité, je suis épatée de la créativité qu'ils sont. Là, juste un petit exemple, on fait une action, une expérience avec des étudiants de première année en unité informatique, donc ils vont être développeurs, et on leur fait créer une petite vidéo pour présenter l'UT. Ils doivent créer une vidéo, ils ont un cahier des charges, mais vraiment très succinct, avec 10 critères qu'ils doivent respecter, donc mettre le logo de l'UT, mettre qu'ils sont en DUT première année, leur nom, etc. Ils doivent faire une vidéo, mais on ne leur forme pas. On sait qu'ils vont savoir le faire avec leur smartphone, donc ce qu'ils veulent, ils utilisent ce qu'ils veulent, et ils doivent produire une vidéo dans un temps très court. Donc on leur donne le lundi, ils doivent s'organiser en équipe, et ils doivent avoir la vidéo rendue le vendredi. Quand on voit les vidéos, je suis épatée, parce que c'est rigolote, ils font des vidéos, mais par contre après, c'est pour apprendre la gestion du projet. On discute avec eux, c'est de la pédagogie inversée, donc on va parler des cours, des temps passés, du travail en équipe, etc. Et on parle avec tous ces notions avec eux, on se rend compte qu'en fait, ils le font de façon intuitive, mais on ne calcule pas le temps, donc certains ont passé 17 heures, ils ne se sont pas distribués les charges, donc c'est ce type de projet qui leur met, pour moi, c'est très intéressant pour eux. Ils s'apprennent en faisant, comme tu disais. Et c'est vrai qu'on est acteur, on aime être acteur, et l'homme, pour moi, il apprend en faisant aussi. Mais ce type de cadrage, on le fait, ils ont produit une vidéo, très bien, le produit est réussi, bon ou mauvais, donc c'est la consigne, ils doivent le produire. Mais quand on voit le cahier des charges, certains n'ont pas mis le lot, donc on n'a pas bien mis les consignes, donc on parle de l'importance avant un projet, de les consignes. C'est ces compétences pour moi qui est important de développer. Et notamment pour rebondir sur ce que disait Martha, à l'UT, donc pour être plus près des compétences avec le monde évolutif du travail au niveau d'entreprise, on fait appel aussi à beaucoup de vacataires professionnels, justement pour s'adapter, pour être vraiment en lien permanent et constant avec le monde de l'entreprise et faire que justement nos étudiants qui sortent de l'UT, qu'importe les formations qu'ils suivent à l'UT, qu'ils vraiment puissent avoir les compétences clés qui sont recherchées à l'heure actuelle et plus tard aussi au niveau des entreprises. Et notamment, il y a donc des vacataires et après aussi on a plusieurs formations soit en alternance, soit en stage, ce qui leur permet justement d'avoir une continuité dans leur cours qu'ils ont à l'UT, des vacataires qui interviennent au niveau de l'UT et après la mise en pratique directement au sein de l'entreprise. Pour revenir à des parents pour s'insérer dans le marché du travail. Et ça, je pense que ça passe aussi par l'organisme de formation. Donc, moi je prêche pour ma paroisse parce qu'on est en tiers-lieu et qu'on pense que l'avenir aussi de ces formations peut passer par les tiers-lieux. Mais pourquoi par les tiers-lieux? Parce qu'un tiers-lieu peut avoir une vision très concrète des besoins du territoire. Donc, pour vous donner un exemple, on a beaucoup de jeunes maraîchers qui arrivent sur le territoire, qui veulent revenir à une agriculture plus raisonnée, avec des petites fermes avec comme objectif de nourrir éventuellement à l'échelle du village et puis à l'échelle d'un département ou d'une région. On sait que le salaire moyen d'un agriculteur, d'un maraîcher quand il commence, c'est 350 € par mois. Il n'a pas forcément il n'a pas l'argent pour s'acheter des machines pour travailler la terre, récolter plus vite, etc. Il ne peut pas non plus mutualiser cet achat parce que d'autres maraîchers, les maraîchers qui sont installés sur le territoire en ont besoin au même moment parce qu'ils récoltent les scènes au même moment, encore aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, quelle est la solution pour lui? La solution pour lui, c'est de fabriquer ses propres outils. Ces outils-là, pour certains, ils vont être en plan, ils vont être open source, du coup ils vont pouvoir les trouver gratuitement sur Internet, librement, et les utiliser librement, mais pour d'autres, ils ne sont pas accessibles gratuitement. Donc là, il y a une compétence qui relie à la fois les métiers traditionnels de l'artisanat et de l'agriculture avec les métiers qui sont liés au Fab Lab et à la maîtrise des outils de machines à commande numérique.
C'est-à-dire comment une personne, sur un territoire dans un petit village de 1500 habitants entouré de 20 maraîchers, peut réussir à créer les outils pas chers, facilement, rapidement pour ces maraîchers-là, pour leur faciliter la vie, leur permettre de mieux vivre, leur permettre de gagner plus d'argent et de nourrir peut-être aussi les cantines, du coin, etc. Donc ça, c'est une compétence très concrète qui dit à la fois qui répond pour nous à la fois aux exigences en termes d'écologie, de résilience, de nouvelles sociétés, une nouvelle façon de vivre, et qui fait le lien avec aussi du numérique et des compétences numériques. Et notamment, là je reviens un petit peu au territoire des Landes, qui est relativement vaste, mais on se rend compte que finalement les formations elles sont concentrées dans les grosses agglomérations, donc c'est logique. Et comment, d'après vous, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça, la formation et la mobilité? Dans une autre vie, parce que là pour l'instant Targo on est très francilien, et après en fonction de quand on viendra, voilà. Mais à l'époque de Saint-Plon, je me souviens qu'on avait plusieurs configurations. On communiquait, enfin on travaillait, on communiquait beaucoup avec des territoires ruraux. On a fait plusieurs erreurs, qui d'ailleurs me paraissent assez répandues. Déjà dans le modèle, il nous paraissait essentiel. Là, je parle d'une formation qui est originaire d'Île-de-France et qui pouvait s'implanter sur le territoire rural. Il nous a toujours paru essentiel, à l'époque en tout cas, je ne parle que au nom du Saint-Plon d'avant juillet 2017, de s'appuyer sur une structure locale, c'est même pas de s'appuyer en fait, c'était plutôt d'outiller, d'accompagner, de coopérer avec une structure locale qui connaît bien son territoire et qui fait l'action de formation pour des bonnes raisons. Ça peut aussi être parce qu'il y a les élections municipales qui arrivent bientôt, on va former plein de développeurs web sur un territoire où il n'y a pas besoin de développeurs web. Ça, c'est pas une bonne raison. La formation professionnelle à la française, elle est assez bien faite sous pas mal d'aspects, même si c'est quand même une espèce d'un gros milieu de plein de choses et que c'est assez difficilement lisible. Globalement, si on commence par la compétence, de quelle compétence il y a besoin où? Et surtout, on parle de plus en plus de la maille de la compétence, et pas du référentiel métier en entier. Donc, quel type de compétences? D'ailleurs, référent web polyvalent, c'est un agrégat des 3 blocs de compétences qui nous paraissent nécessaires pour les TPE-PME aujourd'hui. Du coup, identifier de quel type de compétences peut y avoir besoin, quitte à faire un référentiel de formation hybride, et dimensionner le besoin sur le territoire, parce que ce que je dis souvent, c'est que Vincent se met depuis un moment, et à l'époque de Saint-Plon, quand on a lancé le truc, enfin la V1 de Saint-Plon, de l'époque, ça a créé beaucoup d'émules, et j'avais des amis ou des gens que je ne connaissais pas qui me disaient « Ah, j'aurais monté un projet solidaire, le numérique c'est partout ». Attention, dès que j'entends « le numérique est partout, il en faut partout », je sors mon revolver. Par contre là c'est pas une personne que je sais. Du coup, non, qu'est-ce qu'on dit quand on est numérique? Informatique, web, pour faire du business, pour faire de la technique, parce qu'il y a des besoins en développeurs, caractérisons de quoi on parle. Et dimensionnons. Typiquement, il peut y avoir, par exemple à Boulogne-sur-Mer, on a réussi à caser 20 développeurs web, même si c'est une agglomération, c'est pas non plus, c'est parce qu'il y avait une entreprise qui embauchait. Dans une communauté rurale, peut-être qu'il y a besoin de développeurs web, mais a priori, c'est plutôt d'autres types de compétences qu'on a besoin. Quand j'ai entendu Vincent sortir, non mais l'objectif c'est de former une dizaine de personnes parce qu'on a l'impression que c'est de ça dont il y a besoin, versus tout le monde, on va former 20, on va former 30, on va former 50. J'ai fait bon déjà, ça me donne envie de regarder un peu plus ce qui se passe. Caractériser de quoi on a besoin, dimensionner, parce que les actions de formation, il n'y a pas besoin de former 30 personnes pour 30 personnes, ça peut être 9 personnes qui du coup ensuite trouvent du boulot et apportent de la valeur sur le territoire. On en a la preuve aujourd'hui, sinon il y aura encore les résumés. Merci Paco. Et je veux dire, il y a ça, et puis les solutions de mobilité, je ne suis pas un expert, mais clairement, il faut se méfier. Mais souvent, j'ai l'impression parfois quand j'interviens sur les thématiques de formation professionnelle, sur l'innovation, sur le web et tout, de faire un manuel d'autodéfense. Dès qu'on entend, oui, on va en faire des entrepreneurs, attention au mythe de l'entrepreneuriat. Oh, bah oui, ils vont créer leur boîte, et puis ils vont créer leur poste de freelance, et puis ils vont travailler pour les agglomérations environnantes. C'est compliqué, même auto-entrepreneur, c'est compliqué. Par contre, quand j'ai un ancien formateur de Saint-Plon-Mende qui me dit
En fait, je me dis qu'étant qui est à Montpellier pas loin, on va peut-être faire une CAE avec l'auto-entrepreneur, un projet réfléchi avec des hypothèses, certes, mais qui déjà tente à se valider parce qu'il est déjà allé voir s'il y avait des besoins. Là, je me dis, il y a quelque chose derrière. En tout cas, attention à comme dirait la poudre de perlimpinpin, du mythe de on va faire des entrepreneurs en zone rurale et puis ça va créer de l'activité, c'est compliqué, ça s'accompagne, il faut un marché. Puis souvent, il y a déjà des entrepreneurs qui sont là et ils n'ont pas forcément montré qu'est-ce que c'est vraiment. Attention au mythe de le numérique est partout, donc là je parle de ma paroisse, du numérique, du web, donc on va pouvoir former et puis ça va s'auto-embaucher. Et attention au mythe de la mobilité qui se fait toute seule aussi, c'est-à-dire que là il y a des financements là-dessus dont je ne suis pas expert, mais ça se prépare longtemps à l'avance la mobilité. Et déjà, même quand on parle de mobilité, ça veut dire pouvoir aller bosser dans une ville où là-bas aussi il y a une concurrence, et puis même au niveau d'une ville, d'une agglomération, il n'y a peut-être pas forcément autant de postes qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, c'était plutôt une intervention sur la défensive, on aurait dire. Après, je crois qu'il y a des gens qui connaissent mieux que moi ce qu'on peut faire sur les autres. Voilà, encore une fois, je suis placé le mot tiers-lieu, mais non, mais si on parle de mobilité, non, mais je suis un peu monothématique, mais pour moi, si on veut, c'est la région, alors ils sont partis, mais j'ai mis parti, mais si l'objectif c'est d'avoir un tiers-lieu à moins de 20 minutes de chaque citoyen sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, on peut se dire que ces lieux peuvent être aussi qu'il peut y avoir des formateurs ou une sorte de formation mobile qui peut venir au plus près des personnes, plutôt que de créer des grands campus où on va attendre les gens. C'est pas comme ça qu'on va décloisonner, qu'on va créer aussi de la mobilité sociale. Parce que derrière la mobilité physique, pour moi il y a aussi un enjeu, c'est la mobilité sociale. Comment on fait en sorte que des jeunes des territoires ruraux qui ont un CAP de chaudronnerie mais qui voient bien, de même de pâtisserie, qui voient bien qu'il faut se lever à 4h du matin, que c'est des métiers très durs et qu'aujourd'hui c'est difficile d'en vouloir à un jeune qui est complètement connecté, surchargé d'informations et tout, de pas avoir envie de désir d'ailleurs et de se dire qu'il commence un métier à 4h du matin, qui finit à 18h le soir et qui va faire ça pendant 30 ans. Comment on ne peut pas se décourager quand on est ouvert sur le monde et quand on a une offre multiple. Et surtout, bon. Donc du coup, pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que mobilité sociale, parce que du coup, ces jeunes-là, il faut aussi leur proposer d'autres choses, d'autres métiers. Et du coup, il faut venir les chercher, parce que ces jeunes-là, ils ne viennent pas à Bordeaux, parce que quand on est... même ces jeunes-là, quand ils habitent à 30 km de l'océan, ils ne viennent pas à l'océan. Quand ils habitent à 20 minutes de Bordeaux, en banlieue, ils ne viennent pas dans le centre de Bordeaux. À Paris, c'est exactement la même chose. Quand ils habitent de l'autre côté du périph', à Gonesse, on a pu visiter ensemble la fabrique de Gonesse, Fab Lab de la Gonesse. Quand on pose la question aux jeunes, parce qu'ils vont sur Paris, c'est à 20 minutes de métro, de RER, ils n'y vont pas. Donc la mobilité, elle est avant tout sociale. C'est les freins et les frontières, elles sont avant tout dans la tête et dans comment on se représente en tant que... Il y a aussi une dimension financière et logistique, mais c'est vrai que la dimension sociale est... Juste pour ce que tu dis, en exemple, c'est le cadre du projet Paris, on cherche ce type téléphonique. Donc on parlait avec la proviseure du lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais les étudiants ne postulent pas au cycle de supérieur, par exemple. Et donc on s'est posé la question de pourquoi. Et donc il y a une grosse manque d'ambition. Donc la plupart c'est des fils d'agriculteurs et ils ne se croient pas capables d'aller dans les études supérieures. Donc là, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on va les chercher. Donc on va les enseignants présenter l'idée. On a eu une fille en plus dans des formations techniques en informatique, c'est très rare. Donc elle a fait le rôle d'ambassadrice en disant venez, je suis là, j'ai réussi mon DUT, etc. Donc on essaye effectivement, il faut aller les chercher. Et ça, c'est compliqué, et c'est le cas. C'est pour ça qu'on a fait ce projet avec Bordeaux, parce qu'ils sont dans la même problématique. Donc, tu vois, Saint-Jean-Pied-de-Port des bailleurs, c'est pas très loin, mais dans leur tête, ils ne le font pas. Un tout petit grain de fleur de sel à mettre là-dessus. Typiquement, il y a un truc dans lequel je crois, enfin 3 choses dans lesquelles je crois pour aller chercher ces publics et les mobiliser déjà en utilisant dans la formation. Premièrement, il faut y aller, il faut aller chercher. Là, pour chercher que des infrabacs, alors qu'on est en région parisienne sur notre formation, ça va être 5 infocalls de 40 personnes
travaille avec les éducs de rue, avec des gens qui parfois vont vous envoyer une ou deux personnes qui se disent cette personne peut être motivée, allez, je vous l'envoie. Il faut y aller et puis il faut avoir le bon discours. Deuxième truc, la bonne communication. Ça veut dire déclencher des vocations, mais pas non plus vendre du rêve et de faux espoirs. Tout le monde en est capable, c'est faux. Pour vous recruter, c'est la motivation, mais la motivation éprouvée. C'est-à-dire que vous allez passer des trucs d'auto-apprentissage très simples, très accessibles, mais il faut que vous nous prouviez que vous êtes apte et que vous mettiez les mains dedans pour voir si ça vous plaît. Donc, communication juste, la juste communication, j'ai envie de dire, qui passe souvent par les rôles modèles. C'est-à-dire que faire témoigner des gens qui sont passés par là, en général, là, ça me débloque. Notamment pour la question des autocensures de profil féminin. Et troisièmement, je ne sais plus. Mais je pensais à un troisième truc, mais c'est pareil, c'est un effort, il faut y aller. C'est-à-dire que le travail de sourcing, de déclenchement de vocation et de sélection, c'est toute une phase. Déjà en amont de la formation pour la mobilité. On a parfois l'impression qu'en 2018, on est presque moins mobile qu'au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et que faire 20 minutes, c'est incommensurable. Alors que parfois, avant, il avait appris à 1000 km sur une formation. Donc c'est assez paradoxal. Et je pense que je reviens toujours à l'amont. C'est un problème de mobilité intellectuelle et d'envie. Donc si je n'ai pas eu envie de me former pendant 15 ans à la sortie de l'école obligatoire, ça va être compliqué si je n'ai pas d'estime de moi et que j'ai envie de vouloir continuer derrière et donc de mettre au fond le petit argument qui fait que je vais faire 20 minutes de trajet. On trouve des gamins complètement fous et passionnés. Moi j'avais comme apprenti en Chauvigny, des gamins qui étaient 1 heure de transport à Paris pour venir se former, qui étaient motivés, qui se levaient à 4 heures du mat, etc. et qui savaient que c'était leur passion. Qu'est-ce qui fait que la plupart n'ont pas de passion? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans? On n'a pas réussi à susciter de l'envie, de la passion, du courage, et un côté non consommateur où je veux que tout l'appareil de formation soit chez moi, ça m'arrange beaucoup, et le côté, je développe mon côté acteur de ma vie, et je dirais même plus le côté auteur de ma vie. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Et après, la mobilité, ça fait partie des critères de choix. Si c'est moi, est-ce que je mets les moyens en place pour que, ou est-ce que je choisis différemment? C'est toujours une mise en responsabilité individuelle. Parce que créer un centre de formation à proximité de chez moi, facile, mais trouver les profs. Il ne faut pas oublier qu'en formation, on a la problématique du stagiaire qui ne mobile pas, mais aussi du formateur qui ne mobile pas. Et donc c'est bien au monde de la formation de s'adapter. Moi je pense que le numérique est un moyen qui permet de faire un certain nombre de choses, mais on en connaît les limites. Mais attention aussi au côté archi-consommateur, où tout doit être un salut de chez moi. Alors ça, Madame Hidalgo, moi je suis par exemple aussi, Madame Hidalgo, nous pousse à faire du vélo, c'est vrai que ça va être compliqué de faire 3 heures de vélo plutôt que 20 minutes de voiture. Mais bon, ça fait partie des contraintes. Et la vie, c'est des contraintes. Et c'est dans des contraintes que j'agis. Voilà. Et si je ne suis pas content de où je suis, je le fais sans borne, je vais à mon lycée ou le CFA du coin, ou l'université là-bas, où je trouve un métier, je vais me former et je vais rentrer chez moi. On peut aussi, on n'est pas obligé de rester à la maison, comme Tanguy jusqu'à 30 ans, et puis continuer à prendre du papa, etc. On peut aussi visiter le monde, revenir après. Dans le moment où il y a Erasmus et tout ça, je suis très surpris par ces problématiques de mobilité. Et tous les territoires vont tous avoir leur mobilité, leur université, leur lycée, leur collège. Il y a un moment où il n'y a pas les moyens. Donc il faut peut-être aussi raisonner plutôt en amont sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment est-ce que je tiens compte, comment est-ce que j'accepte que je consens à moi-même, à mon territoire. Ce sera compliqué de mettre de la marée en Méditerranée. Si je veux de la marée, je ne suis pas en Méditerranée. C'est compliqué de mettre du soleil à l'île. Bon, voilà. Il y a un moment aussi, il faut, et c'est ça pour moi, c'est pour ça que tout ce qui est racine, pour moi ça se travaille très tôt. C'est comment est-ce que je tiens compte de la vie, de la nature, de ma nature à moi, de la nature, et qu'est-ce que je fais derrière. Et donc je reviens toujours à... On pourrait régler tellement de choses en amont, parce qu'eux ils font des choses merveilleuses. Moi quand je faisais de l'apprentissage, on faisait des choses merveilleuses, mais on venait récupérer, on faisait mettre des emplâtres, après 15 ans de choses où je n'étais pas passé de notre famille grand-chose. On se bouge dans tous les sens pour innover, etc. Mais ce serait tellement bien si on pouvait faire dès le début des choses, à intégrer le fait que quand on a 3 ans, un jour on aura 93 ans. Donc il y a 90 ans à gérer.
Et pas juste 14, jusqu'à ce que 13, jusqu'à ce que les 16 ans étaient à départ, et après c'est d'autres qui sont venus. Comment gérer ce continuum-là? Et il y a un continuum en France pour les raisons juridiques, fiscales et autres. Il y a formation initiale, formation continue, formation jeune, formation pluriannuelle. On est jeune de 3 à 93 ans. Et aujourd'hui, il va falloir se poser la question de la formation des seniors ou du 4e âge, parce qu'ils vont avoir envie de se former à 90 ans pour continuer à être en contact avec les enfants, ou arrière des petits enfants. Donc on est bien sur ce continuum, mais c'est ça qu'il faut, et je pense que je reviens au niveau de la pilier des racines. Alors pour moi, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, majeur. Sinon, on ne fait que des emplettes par-ci par-là. Alors, brillants, intelligents, bouffeurs d'énergie avec des gens géniaux, etc. Mais c'est épuisant. Et puis s'il fait ça à 20 km de Castel, il faut faire ça aussi peut-être à 40, à 60. Je veux dire, à un moment, il faut peut-être aussi que le système qui doit gérer ça, qui est déjà très implanté, fasse le job. D'ailleurs, sur la mobilité, une toute petite anecdote, c'était quand j'étais venu il y a 2 ans, je crois, ici, il y avait une dame d'une maison de l'emploi locale qui s'était débrouillée, qui avait un peu braconné, et qui avait fait son système elle-même avec un site qu'elle avait fait elle-même avec 3 bouts de ficelle pour organiser du covoiturage entre demandeurs d'emploi pour aller à une formation. Gros respect, parce que aussi, il faut le dire, hein, dans tout ce qu'on fait, concrètement, dans toutes les formations qu'on a pu faire, Pôle emploi, les missions locales et tout, il y a un gros rôle à jouer, et puis il y a eu des collaborations qu'on a eues qui étaient incroyables, et il y a eu beaucoup de choses qui bougent. D'autres fois, non, ça bloquait. Mais ça, c'est le genre de choses aussi qui a pu changer le destin de plusieurs personnes qui avaient envie d'aller plus loin, qui n'avaient pas forcément les moyens, et là, ça leur a ouvert la porte. Même si c'est au niveau local, ça leur a permis de... Donc pour digresser un peu et pour rebondir quand même sur ce que tu dis, je trouve que, enfin je sais pas si c'est une théorie, mais j'ai l'impression que pour créer de la mobilité, créer des envies, des vocations, du courage de se lever, de faire 30 minutes de voiture, etc. pour aller se former, il faut qu'il y ait derrière une motivation, des aspirations et du coup une certaine forme de projection vers le futur, de croire en un monde meilleur, dans une société où je vais avoir un impact. Et on voit que beaucoup d'étudiants sont aujourd'hui à la recherche de sens dans leurs études, on va beaucoup bac plus 5 retour à des métiers manuels, etc. Bon, parce qu'il y a un vide, et quand tu parles de racines, ça fait écho à Roland Goury, je suis un psychanalyste que j'ai vu en intervention sur la déradicalisation, et quand on s'occupe de jeunes qui ont été radicalisés, on parle du coup de déradicalisation. Mais lui, il dit, bah non, moi j'aime pas ce mot, parce que derrière la radicalisation, il y a les racines. Et en fait, quand quelqu'un va se radicaliser, quand un jeune va se radicaliser, qu'il parte à Daesh, dans l'extrême droite, ou peu importe, il recherche un sentiment d'appartenance et d'enracinement dans une culture, dans n'importe quoi. Donc, et du coup, je crois que c'est important de ne pas déradicaliser les jeunes, mais plutôt de planter les racines comme des maraîchers, d'aller fixer ces jeunes-là au territoire, de dire vous pouvez avoir un impact sur la société à votre échelle locale. Et du coup, en gros, de recréer un peu ce récit commun qui nous permet de se projeter et d'inventer des nouvelles formes et de se dire, bah, enfin, c'est flagrant, quoi, tous ces jeunes maraîchers, ces néo-bourreaux qui s'installent, qui ont passé 20 ans, 15 ans dans la com à Paris avec des super salaires et qui se lèvent à 4h du mat pour planter des légumes. Mais c'est parce que derrière, il y a tout un récit derrière ça, il y a une envie d'être utile au territoire, il y a tout ça. Alors ça va peut-être pas fonctionner, il y aura des ratés, il y aura plein de choses, mais en tout cas, ils essaient de se raconter une histoire. Je crois qu'aux jeunes, il faut essayer de leur raconter des histoires. Et le problème, c'est de leur faire aussi. Mais sur des aussi à travailler l'autonomie. Oui. Et ça, nous, on le voit. Les jeunes, on ne leur donne pas la parole à ce point. Oui. Du coup, quand ils arrivent, ils ne sont pas autonomes. Et c'est cette autonomie qui va te donner la motivation d'apprendre. Mais il faut leur donner la place, de parler, de travailler, de montrer ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'on leur laisse toujours un deuxième plan. Et du coup, cette manque d'autonomie fait qu'ils n'en sont pas motivés. Parce qu'on ne leur laisse pas parler et ils ont une opinion différente par rapport à l'enseignant. Mais ils ne la disent pas. Du coup, c'est cette autonomie, je pense, qui joue beaucoup dans la motivation. Oui, je pense qu'il y a deux manières pour se projeter. Soit on dit l'ascenseur social, mais les escaliers sociaux marchent, on peut les prendre parce que ça va nous permettre de gagner plus que nos parents. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Voilà, ça peut être une motivation, ça a été une motivation ces dernières 40-60 ans. Une autre aspiration, c'est de se dire, waouh, il y a quelqu'un là-haut qui dit des choses hyper intéressantes et je crois en son récit, je
prend son histoire et j'ai envie de participer, d'écrire aussi mon histoire, de participer avec lui. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une crise des représentativités, on ne se retrouve plus dans les discours politiques traditionnels, on ne se retrouve plus dans les récits que les journalistes nous racontent, et en partie aussi du fait que cette mobilité sociale n'existe plus. Aujourd'hui, les politiques sont issus des mêmes écoles, des mêmes milieux. Alors qu'avant, bon, il y avait quand même une certaine hétérogénéité. Les journalistes, et pour venir de ce milieu-là, je le sais, j'étais dans une classe de 30, j'étais peut-être le seul fils d'agriculteur ou de maçon. Les autres sont des gens qui sont de Paris et qui sont déjà, ou probablement déjà implantés. Et donc, quand forcément on crée des médias ou que les médias racontent quelque chose, ils ont leur vision propre à leur classe sociale, à leur parcours. Et donc, ce récit-là, du coup, est en panne, quoi, en fait, parce que ça touche plus les gens, ça touche plus les jeunes, ça touche plus les gens qui vivent pas dans les mêmes milieux. Et donc, voilà, comment faire en sorte que ces jeunes-là prennent aussi leur plume, effectivement, et racontent leur propre récit. Je vais juste rebondir, Pascal Séquier, pour l'emploi, en disant qu'il faut aussi réenchanter la formation. C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, si on est dans l'adéquationnisme à la petite semaine, on va se planter. Alors aujourd'hui, on a quand même une porte ouverte, on ne sait pas vers quoi on va, donc on ne peut plus faire d'adéquationnisme, parce qu'au moins on ne rentrera pas les gens en chausse-pied dans des boîtes à chaussures qui n'existent plus. Je sais que mon discours est très bizarre, mais ce n'est pas grave, je le tiens, et je le soutiens. Derrière, quand Éric Le Breton parle d'insularité pour les mobilités, c'est de dire il n'y a plus d'ontologie, il n'y a plus de cosmogonie, il n'y a plus rien, je vais vers rien, donc je suis dans le néant, donc je ne bouge plus. Voilà. Ou pire, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Aujourd'hui, il n'est plus possible non plus, puisque je ne vais plus avoir de minima sociaux de la même façon. Donc je vais devoir bouger.